vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est Yubaba. Voilà. Donc, c'est Yubaba, c'est toi, c'est moi. C'est Yubaba Sylvain, Yubaba Xavier. Voilà. Et Yubaba qui fait des musiques de jeux sur Nintendo DS. Et qui, à ce titre, a été cordialement invité à présenter 101%, l'émission phare de No Life. Alors, on a un conducteur qui va nous servir à conduire l'émission. C'est-à-dire qu'on va commencer, je crois... Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on Alors, on commence par les critiques de Phantasy Star Portable sur PSP. Et on commence pas par les news parce que Non. Non. Ensuite, nous enchaînons avec la vue subjective mini sur des... Sur les kappas qui sont des monstres. Je kappas. crois que ce sont des monstres verts japonais qui vivent dans l'eau. Et ensuite, le dernier. Ensuite, les sorties anime, quoi, en DVD. Qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'autre bout de la planète en anime? Qu'est-ce qui sort en DVD aujourd'hui en Europe, en France, en Suisse, en Belgique? On s'intéresse à tout ça. Et au Mexique. Et on enchaîne avec les news. Déjà implanté depuis de nombreuses années dans le marché de l'animation japonaise en France, Kazé se lance maintenant dans le jeu vidéo. La société française travaillera en collaboration avec la branche américaine de Nippon Ichi Software pour distribuer les jeux du développeur japonais sur le territoire français. Les premiers titres qui sortiront chez nous par l'intermédiaire de Kazé sont Prinny Can I Really Be a Hero et Cross Edge. Le premier est un jeu d'action sur PSP qui sera disponible au mois de juin, alors que le second est un RPG exclusif à la PS3, dont la date est calée au mois de juillet. La 10e édition de Japan Expo approche à grands pas, puisqu'elle se tiendra du 2 au 5 juillet pour être précis. Nous avons donc rencontré il y a quelques jours Thomas Sirdet, vice-président de la CEFA, la société qui gère l'organisation du festival. L'occasion de revenir sur le chemin parcouru depuis 1999, mais surtout de faire le point sur ce qui nous attend dans 2 mois. Effectivement, c'est le 10e anniversaire de Japan Expo. On a commencé il y a fort longtemps. Sous forme de petites conventions, en fait, en tant que passionnés, on s'est réunis et on voulait montrer le manga au plus de gens possible. Donc on a commencé, la première fois on a eu peut-être 3200 personnes. À l'époque on a fait la fête, on était super contents. Et d'année en année, en fait, le phénomène manga s'est développé. Et donc Japan Expo s'est développé avec pour aujourd'hui arriver en 2008 avec 135 000 visiteurs à peu près sur 85 000 mètres carrés. Le 10e anniversaire de Japan Expo, en soi, c'est un objectif pour nous puisque c'est l'opportunité de pouvoir regarder sur ce qui s'est passé en 10 ans, en tirer des sources de progrès, mais aussi préparer, on espère, les 10 prochaines années, quoi. Donc cette année, en termes d'objectifs, on a 95 000 m² d'espace. On a une scène de concert qui s'est renforcée au maximum, puisque aujourd'hui on est capable d'accueillir une quinzaine de concerts, ce qui est mieux que l'année dernière. On attend 150 000 visiteurs. On espère évidemment toujours secrètement en faire plus, mais déjà à 150 000, ça devrait donner quelque chose de sympa. On veut faire donc dans le cadre de la rétrospective, on est en train de préparer une exposition qui permettra à tous les anciens de se remémorer ces belles années de jeunesse où on nous montrait du doigt en disant « mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, ces gens-là » Aujourd'hui, où toute une nouvelle population, tous les jeunes ados qui n'ont pas connu ça à l'époque, puissent voir un petit peu comment le festival a grandi. Le jeu vidéo, ça a démarré donc, dans l'univers des fans, dans les concours, dans l'affrontement sur des jeux très spécifiques. On a eu la chance d'accueillir, après on a commencé à accueillir Nintendo notamment en premier, puis d'autres qui se sont agrégés peu à peu. Et donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a un vrai bel espace de jeux vidéo où les gens peuvent découvrir des avant-premières et où du coup les professionnels ont envie de montrer de plus en plus de choses, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une attente du public, donc ils font les efforts ensuite
Et ils se battent, parce qu'avec le Japon, tout ce qui est approbation, ce genre de choses, c'est très compliqué. Donc ils se battent pour amener justement des choses en avant-première, faire des annonces. Mais ça rejoint peut-être aussi la maturité que prend le festival peu à peu. Où aujourd'hui, nous aussi, on est capable de proposer aux professionnels des choses qui leur permettent de montrer ce qu'ils ont montré. La musique aujourd'hui, c'est un de nos grands challenges. Ça veut dire qu'on a la chance que pour la musique, on est obligé d'avoir les artistes. Donc on est obligé de pouvoir créer, on a la chance de pouvoir créer un contact entre le public français et européen et les artistes. Donc on se bat beaucoup pour accueillir tous ces groupes. Et sachant qu'on essaie aussi aujourd'hui, nous, de montrer différents genres. Ça veut dire que cette année, on va avoir l'électropop, on va avoir évidemment un petit peu de visuel, on va avoir des idoles. On est vraiment en train d'essayer de travailler justement pour pouvoir présenter un panel plus large de musique. En plus d'être les 10 ans de Japan Expo, c'est les 20 ans du Studio Clamp. Et on a la chance de les accueillir pour la première fois en Europe à Japan Expo, avec Pika et Kazé en partenaire, pour justement, elles vont enfin rencontrer leur public et on va organiser tout un tas d'événements en plus des traditionnels séances de dédicaces ou conférences. On est en train de préparer des choses beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus sympas parce qu'elles sont vraiment attachées à rencontrer le public. Dans les nouveautés, on est aussi en train de développer une nouvelle chose du côté du sport. On avait fait venir du catch japonais, puisque le Plodesso au Japon, c'est quelque chose de très fort. Et cette année, on a pris la décision de faire venir un batting center. Donc, c'est du baseball. Donc le baseball au Japon, c'est le sport numéro 1. Quand on va là-bas, on ne peut pas zapper sur une chaîne télé. On voit ça. On est aussi en train de de monter une exposition sur des paysages japonais. Parce que beaucoup de gens en France n'ont pas forcément l'opportunité de découvrir le Japon in vivo. Donc on veut leur montrer un petit peu à quoi ça ressemble à Tokyo, en dehors de Tokyo. Parce qu'il y a des paysages qui sont incroyables là-bas. Waouh, ça c'était des news, ça m'a fait quelque chose, quoi. C'est peut-être des trucs qu'on n'apprend pas forcément tous les jours, et c'est surprenant, quoi. Enfin bon. Et alors la suite, ça va être la critique d'un jeu. Une critique a été la critique de Anne, qui va peut-être être assez dure ou peut-être être assez indulgente. On va le découvrir tous en même temps. Le jeu en question, c'est Phantasy Star Portable, puisque sur PSP. Donc Phantasy Star, pour le décrire rapidement, ça serait un peu comme un MMORPG, mais qu'on jouerait tout seul en RPG, ou l'inverse. Non, c'est exactement ça, c'est un MMORPG qu'on joue pas à plusieurs, donc on le joue tout seul sur RPG. Phantasy Star dans un univers, on a envie de dire space opéra, un petit peu space fantasy, quoi. Et je crois qu'on peut laisser la parole à la critique. Phantasy Star Portable est l'avant-dernier épisode de la saga Phantasy Star de Sega qui a vu le jour en 87 sur Master System. Contrairement à la majorité des RPG de cette époque, Phantasy Star proposait aux joueurs d'évoluer non pas dans un univers médiéval fantastique, mais dans un univers de space opéra. Après de nombreux épisodes couronnés de succès, Sega innova une fois de plus en 2001 avec Phantasy Star Online. Développé sur Dreamcast par la Sonic Team, PSO fut l'un des premiers MMO sur console. Ce passage au online a également été marqué par le passage d'un gameplay RPG en tour par tour à un gameplay hybride entre RPG et hack and slash. In a faraway galaxy lies a sun. Phantasy Star Portable s'intègre à la série des Phantasy Star Universe. Son scénario se situe d'ailleurs entre le premier épisode et le second, sous-titré Ambition of the Illuminous.
Newmans. Dans une galaxie lointaine, le système de Goural, composé de 3 planètes et d'un soleil, peut enfin goûter à une période de paix après 5 siècles de guerre interraciale. Cependant, une nouvelle menace semble peser sur Goural, les Seeds. Des monstres attirés par le A-photon, la principale source d'énergie du système, commencent à infecter la faune et la flore. Une unité spéciale des Guardians, la force de paix de Goural, est donc chargée de mener l'enquête. Le joueur incarne une nouvelle recrue tout juste formée, accompagnée de Vivienne, un nouveau modèle d'androïde qu'il devra éduquer. Au cours de leur mission sur les différentes planètes du système, le joueur et Vivienne vont découvrir que la réapparition des Seeds, qui était censée avoir disparu il y a des siècles, semble être l'œuvre d'Elga, une mystérieuse terroriste. This is a peculiar conversation pattern I've yet to encounter. Tout commence par la création de l'avatar du joueur. Sexe, apparence, classe, mais surtout race. Il en existe 4 aux capacités différentes. Les Humans, qui s'adaptent à tout, les Beasts, spécialisés dans le combat rapproché, les Newmans, versés dans les techniques, c'est-à-dire la magie, et enfin les Castes, des androïdes experts en armes à feu. Certaines races possèdent bien sûr des capacités supplémentaires. Les classes quant à elles sont au nombre de 3 au début du jeu et conditionnent l'utilisation des types d'armes. Hunter pour les armes de mêlée, les Rangers pour celles de longue portée, puis les Forces pour les techniques. Il sera possible de changer de classe à tout moment et d'en débloquer de nouvelles si le joueur a acquis le niveau d'expérience requis dans chacune d'entre elles. Le jeu permet de créer 8 avatars utilisables dans les 2 modes proposés, le mode histoire et le mode multi. Le mode histoire tient lieu de mode solo et son déroulement se fait au travers de missions à accomplir en tant que Guardian. Les missions scénario ne peuvent être faites qu'une seule fois, contrairement aux missions supplémentaires, et sont généralement clôturées par un combat contre un boss. Les missions supplémentaires que l'on débloque au fil du scénario servent ainsi plutôt à faire du level up et à rechercher des objets rares. De plus, dans ces dernières, le joueur peut choisir la composition de son équipe, ce qui n'est pas le cas dans les missions scénarisées. Entre les missions, tout se déroule par l'intermédiaire de menus et de boîtes de texte. Le joueur navigue donc entre les briefings au QG, les magasins et sa chambre. Cette chambre qui permet d'accéder aux différentes statistiques, de stocker ses objets, etc. est gardée par un robot domestique qui peut prendre part au combat. Le mode multi permet quant à lui d'effectuer des missions avec des amis possédant le jeu avec la connexion ad hoc de la PSP. Ce mode est donc gratuit puisque local. Le game system des missions reste le même dans les 2 modes. Le joueur traverse des environnements fermés dans lesquels il doit récupérer des clés pour passer à la zone suivante. Les déplacements se font avec le stick et la caméra se fixe avec L, ou bien passe en mode FPS en appuyant sur Select. Pour attaquer avec l'arme principale, il suffit d'appuyer sur carré et 3 pressions avec un timing précis déclenchent un combo en 3 temps. L'arme secondaire, qui est généralement une arme à feu, demande de maintenir la gâchette R en même temps que l'on attaque. En effet, on peut équiper des armes qui n'utilisent qu'une main, par exemple un sabre et un pistolet, ce qui permet de varier entre les attaques à courte et longue distance. Le joueur a aussi le choix de configurer plusieurs combinaisons d'armes ou d'objets sélectionnables à tout moment en combat, en appuyant sur rond et la croix directionnelle. Si cela peut paraître un peu compliqué au début, on s'y fait très vite. Une attaque spéciale nommée Photon Art et s'activant avec triangle peut également être associée à chaque arme. Celle-ci consomme des Photon Points qui fonctionnent comme des points de magie. Il y aura donc fort à faire puisque l'on peut faire évoluer le niveau d'expérience du joueur, de sa classe, des Photon Art ou encore des techniques. Les armes n'ont pas été laissées en reste puisque certaines peuvent être affiliées à divers éléments et même améliorées dans les magasins. Comme dans les précédents épisodes, les collectionneurs pourront partir à la recherche d'items débiles du style bikini ou épée en forme de gigot, mais aussi des petits clins d'œil made in Sega. Phantasy Star Portable s'avère être une excellente alternative aux épisodes PC et consoles de salon pour les joueurs qui préfèrent jouer seuls ou n'ont pas envie de payer un abonnement pour jouer avec leurs amis. D'autre part, il n'est pas nécessaire d'avoir fait les 2 épisodes Universe pour en apprécier le scénario. On pourra reprocher au jeu son côté répétitif qui reste cependant un défaut inhérent à ce type de jeu, ainsi que quelques bugs graphiques ou le mode FPS plutôt mal géré. D'autre part, les textes comme les voix sont en anglais et ces dernières s'avèrent parfois insupportables. Alors qu'au Japon, il est possible de télécharger de nouvelles missions, objets, de jouer avec ses amis via la PS3, etc., rien n'a été précisé pour cette version occidentale. Mais mieux vaut ne pas trop compter sur du contenu supplémentaire. Heureusement, le jeu reste toujours aussi addictif et surprendra agréablement les gens qui s'étaient arrêtés à l'épisode online grâce aux nombreuses évolutions du gameplay. Ok, c'était la critique de Phantasy Star Portable sur PSP. Et
Maintenant, on enchaîne sur la vue subjective mini, qui me permet de faire une petite transition sur notre jeu. Enfin, pas sur notre jeu, mais sur le jeu sur lequel on a bossé, qui est Big Bang Mini, qui a fait un bon démarrage aux États-Unis et qui sort en France en ce moment. Voilà, donc jetez-vous dessus parce que la musique est bien et le jeu est super bien aussi. Et donc, vue subjective mini, on enchaîne avec donc ça, c'est les kappas, sur les kappas, qui sont des petits personnages. Xavier, tu peux m'aider sur les kappas? Les Kappa, oui, c'est une agence de photographes, une agence de presse de photographes qui s'appelle Kappa, par Robert Kappa. C'est ça. Et qu'est-ce que ça vient faire dans le jeu alors, tout ça? Je sais pas. D'accord. Je pense qu'il y a une mauvaise info. Les kappas, je crois que c'est plutôt des petits personnages donc avec des trous dans la tête et de l'eau dedans. Et puis il y a des films, des BD, des séries, des trucs, tout un voilà. On enchaîne là-dessus, sur ces petits personnages. Cette semaine, Vue Subjective Mini est placée sous le signe des yokai, et même d'un yokai en particulier, le kappa. Les yokai sont des êtres surnaturels issus des légendes et du folklore japonais, entretenant des relations plus ou moins conflictuelles avec les êtres humains. Comme pour nos yétis, lutins et autres nessis, des études sérieuses leur ont été consacrées et de nombreuses personnes croient en leur existence. Le kappa est donc un lutin d'eau qui vit dans les rivières. Si son aspect physique change légèrement selon les régions, ses représentations possèdent plusieurs points communs, comme une petite taille, des mains et des pieds palmés, une carapace sur le dos, la peau d'un batracien et un creux au sommet du crâne contenant toujours un petit peu d'eau. Et le kappa est un yokai généralement sympathique. C'est du moins ainsi que le mangaka Hanawa Kazuichi et le réalisateur Hara Keiichi l'ont représenté. Sorti en salle l'année dernière, le 10 septembre, Un été avec Ku narre la rencontre d'un petit garçon et d'un kappa orphelin. Croyant ramener chez lui une simple pierre à l'aspect curieux, Koichi se retrouve rapidement avec un kappa sur le dos que sa famille finira par accueillir après quelques réticences. Ku, car c'est ainsi qu'il sera baptisé, ne sait rien du Japon moderne. Le jeune kappa se réveille en effet après 300 ans de sommeil et la mort de son père tué par un homme. Il devra donc se faire à la vie moderne tout en cherchant à en savoir plus sur lui et la survie éventuelle d'autres kappas. Mais la famille de Koichi devra également gérer la pression populaire et médiatique une fois l'existence de Ku révélée. Un été avec Ku est une très belle histoire tirée de 2 romans pour enfants écrits par Kogure Masao. Frais, sans pour autant se départir d'une certaine noirceur liée à la mort du père de Ku et à la bêtise des humains, ce très beau dessin animé est aussi un instantané de la vie d'une petite famille japonaise sans histoire, soudainement confrontée à la différence et au poids de celle-ci dans nos sociétés étriquées. Un long métrage joliment réalisé, où la magie émerge des personnages et de l'impeccable qualité de leur interprétation. C'est Casterman qui l'a édité en France. Un grand merci à eux. Tensui, l'eau céleste, c'est un manga en 2 tomes, narrant une nouvelle fois la rencontre fortuite entre un jeune kappa et un enfant. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un petit garçon mais d'une petite fille. Le contexte n'a rien de contemporain, le style graphique est plus affirmé, et le ton nettement moins léger. Cette rencontre se situe en effet dans un Japon féodal et animiste, empli de yokai, de démons et puis d'autres créatures pas vraiment sympathiques. Le duo partira à la quête de la maman disparue de la petite fille, tandis que le kappa, lui, tentera de mettre à profit ses pouvoirs pour avancer sur la voie de la compréhension et de la sagesse afin de devenir un grand magicien. Ils seront confrontés à de nombreuses aventures au fil des 2 tomes. Des aventures incroyables. Et chacune compose l'un des chapitres d'une sublime histoire d'amitié.
tourmenté et assiégé par d'innombrables et non moins incroyables ennemis. La pauvreté et la misère humaine servent de toile de fond à ces aventures stupéfiantes, qui placent le lecteur occidental au cœur d'un monde qui lui est totalement étranger. À chaque page, on est stupéfait, parfois émerveillé, parfois dégoûté. L'incroyable travail graphique et scénaristique de Hanawa Kazuichi, un artiste à la vie mouvementée, qui a su retranscrire ses obsessions à travers les aventures d'un kappa et d'une petite fille. Des aventures qu'on ne saurait trop conseiller. Vue subjective mini, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours pour recoller à l'actualité ciné-DVD des cinémas asiatiques. Les sorties animées. Shining Tears Crosswind, Gundam Soul Seal Destiny, qui sortent en DVD, en DVD, cette semaine, en France et en Europe aussi. Quand on était petit, on avait aussi des animés et la liste est longue, on pourrait tous les citer. En DVD, en France, en Europe, aux États-Unis, en Corée, au Mexique. Laquelle... Shining Tears Crosswind est une série d'animation de 13 épisodes diffusée en 2007 au Japon. Chose plutôt étonnante, il ne s'agit pas de l'adaptation animée d'un jeu vidéo, mais d'un crossover de 2 jeux de la licence Shining de Sega. Cette licence de RPG qui compte plus d'une dizaine d'épisodes a d'abord vu le jour en 1992 sur Mega Drive. Et il aura donc fallu attendre les 2 épisodes Tears et Wind sur PlayStation 2 pour qu'elles soient enfin adaptées à la télévision. La série mélange les personnages de ces 2 jeux dans un nouveau scénario. Des lycéens enquêtent sur d'étranges disparitions survenues dans les environs de leur école. Alors qu'ils découvrent un livre parlant d'un monde mystérieux appelé N-Earth, leur établissement est attaqué par un loup-garou. Les élèves qui tentent de se défendre sont bientôt aidés par une fille-chat avec laquelle ils seront happés vers le monde N-Earth. Une fois sur place, ils s'aperçoivent que non seulement ils ont été séparés les uns des autres, mais aussi que le monde dans lequel ils viennent d'atterrir est peuplé de diverses créatures, hommes-bêtes, elfes et autres personnages magiques. Chaque groupe tente donc de retrouver ses compagnons dans un monde au bord de la guerre. En effet, les relations entre les différentes nations d'Enders sont très tendues, et chaque pays tente de rallier de puissants combattants à sa cause. Les lycéens vont se retrouver au milieu de ces conflits stratégiques, car ils ont chacun acquis différents pouvoirs en basculant dans ce monde. La réalisation de la série a été confiée à Watanabe Hiroshi, un vétéran de l'animation connu surtout pour avoir dirigé la série et les films de Minky Momo, c'est-à-dire Gigi ou encore les films de Slayers. Mais ce qui attirera surtout l'attention des fans, au-delà du scénario archi-classique, ce sont les designs des personnages, qui ont été redessinés pour la série. Sega avait fait appel à Tony Taka pour le character design des 2 jeux. Cet illustrateur est surtout connu pour ses dessins de jeunes filles aux formes juvéniles, dans divers doujinshi et eroge, comme Sora no Hiro et Mizu no Hiro. Si les jeux Shining Tears et Wind ne font plus l'actualité, les figurines et résines de leurs héroïnes sont toujours aussi populaires et ne cessent de faire l'objet de nouvelles éditions. Pour le doublage, on retrouve les mêmes voix que dans les jeux vidéo, notamment les très populaires Mizuki Nana et Horie Yui. Les DVD ne proposent d'ailleurs que la version originale sous-titrée. On regrettera cependant que les jeux ne soient pas sortis en France, car cela enlève une partie de la sympathie que l'on pourrait avoir envers la série. Shining Tears Crosswind est une série qui s'adresse aux fans des dessins de Tony Taka et à un public friand d'univers fantastique qui recherche des séries courtes qui ne demandent pas un investissement financier à long terme.
Voilà, 101% c'est terminé. On vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, de nous avoir aimés comme nous on vous a aimés, comme nous on vous a présenté les reportages. On a envie de vous dire au revoir et on a envie de vous dire continuez. Take care.